Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour L'UFC Guillaume. l'UFC 264, Conor McGregor contre Dustin Poirier, ça s'est vu. Burns contre Stephen Wonderboy Thompson, ça s'est vu. Il y a la vidéo récap pour ça. Mais bien évidemment, il y avait d'autres acteurs, d'autres combats particulièrement intéressants sur cette carte. Et on voit ça maintenant. Swear. Donc avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Alors on va commencer par peut-être quelque chose qui, en ouverture de carte, Sean O'Malley contre Chris Moutinho, peut-être que vous allez nous trouver dur, peut-être pas, bien évidemment, mais donc Sean O'Malley qui s'est imposé par TKO, qui a battu tous ses records de frappes mises lors d'un combat, plus de 200 coups à la tête reçus par Chris Moutinho, mais nous, en tout cas, nous émettons quelques doutes sur Sean O'Malley. Ouais, déjà pour commencer, gros respect quand même pour Chris Moutinho qui est venu. Fou, complètement fou. Il était enthousiaste, tu sais, au sens étymologique du terme, quoi. Il avait un dieu en lui, quoi, parce que il n'avait pas la technique, il n'avait pas le physique. Enfin, tu vois, ça se voit que c'est pas un bantam, quoi, Chris Moutinho. Donc, il aurait plus sa place en flyweight. Il n'était pas du tout attendu. Enfin, il était prévu qu'il perde très rapidement. Et il a fait une guerre, quoi. Et juste au cœur, quoi. Juste au cœur, il avait que ça à opposer en fait à Sean O'Malley. Ça et sa résistance physique, mais il l'a fait. Et c'est impressionnant. Alors, c'est toujours pareil dans ce genre de combat. Moi, c'est pour ça que je souligne en fait sa performance, malgré le fait que, on va être très honnête, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, au niveau technique, il y a plein de choses qu'il n'a pas exploitées, qu'il aurait dû exploiter, qui auraient rendu ce match encore plus intéressant qu'il ne l'était. Mais malgré tout, j'ai envie de saluer cette performance-là parce que si tu veux, c'est le côté effroyablement injuste de ces sports-là, où tu as parfois des énormes différentiels de niveau et c'est fait juste. Enfin, on le savait, tout le monde savait que Chris Moutinho était venu là pour redorer le blason de Sean O'Malley. D'ailleurs, j'ai trouvé que Sean O'Malley qui commençait à faire ces trucs, ces espèces d'antiques de provocation dans l'octogone. Je me suis dit, mec, t'es contre Chris Moutinho. S'il te plaît, tu vois. Enfin, et justement, il a arrêté de les faire à la fin parce qu'il n'était pas tranquille, en fait. Il n'était pas tranquille. Donc voilà, gros, je salue la performance. Si vous n'avez pas vu le combat, regardez-le parce que c'est très intéressant. Moutinho a fait le taureau pendant tout le combat. Et rien que pour ça, il mérite notre respect. Et je pense qu'il a conquis énormément de cœur et il a eu beaucoup. Enfin, il était inconnu et maintenant il en est sorti. Le vrai vainqueur de ce combat, c'est lui. C'est pas Sean O'Malley, je pense, à ce niveau-là. Sean O'Malley, il a eu le plus sain que tout le monde s'attendait à ce qu'il ait, mais c'est pas de la performance. Le finish, mais cependant, voilà, il y a eu toujours, mine de rien, touché en leg kick, il a reculé, et on a vu quand il reculait, il y avait de temps en temps, surtout quand il était contre la cage, attention, danger. C'est marrant parce que Sean O'Malley, ça fait plusieurs années que ce défaut-là est mis en avant. Il a horreur des low kicks. En fait, c'est vraiment c'est sa kryptonite, hein, à ce mec-là. On se souvient contre Soukamrov, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, comment il s'appelle Alors, à chaque fois, on oublie son nom. On oublie son nom, c'est terrible. Le mec avait gagné le combat, c'est juste qu'en gros, il est resté au sol et si s'était levé et qu'il avait demandé à Sean O'Malley de se lever, il aurait gagné en fait, parce que Sean O'Malley ne pouvait pas se relever en fait. Mais j'oublie à chaque fois son nom. André Soukamtat. Soukamtat, ouais, voilà, c'est ça. Ça, Chito Vera. Et maintenant, Chris Moutinho, à chaque fois que Chris Moutinho plaçait les low kicks, ça frappait, ça faisait mal et on voyait que ça dérangeait énormément Sean O'Malley. Donc, il faudra vraiment qu'il adresse ce défaut-là, parce qu'en plus, quand tu regardes dans la catégorie des bantam, alors si ce n'est les combattants qui sont très axés sur le déplacement type Dominique Cruz ou celui qui va rencontrer TJ Dillashaw, j'ai oublié le nom. Oui. Cory. Sandhagen, voilà.
Corey Sandhagen, ouais. Je sais pas pourquoi j'avais Corey Anderson dans la tête, mais Corey Sandhagen, rien à voir. Et Corey Sandhagen, eux, c'est peut-être pas eux qui utilisent beaucoup de low kick, mais en revanche, il y a énormément de très très bons kickers aussi dans cette caté. On pense à Marlon Moraes, on pense à José Aldo, qui fait une plus grande utilisation de ses kicks maintenant qu'il est descendu. On pense même à Peter Yan. Enfin, ça, ce genre de défaut face à ces mecs-là, c'est juste mais impardonnable. Ils vont exploiter le truc et ça ne tiendra même pas un round, je pense. Hein. Ça prendra 1 minute de travail, grosso modo, pour exploiter cette faille-là. Donc, c'est quelque chose qui doit vraiment bosser. Au-delà de ça, je pense que c'est vraiment... Après, il ne faut pas être non plus trop sévère parce qu'il a quand même complètement surclassé Moutinho, mais vraiment de très très loin. Si ce n'est ces moments de frayeur, en fait, où il se retrouvait contre la cage, il assurait quand même relativement bien. Et enfin, il se faisait vraiment peu de fois toucher. Mais encore une fois, c'est parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui avait il y avait une différence de niveau qui était énorme. C'est-à-dire que Chris Moutinho, s'il avait juste cherché à moins chasser la tête et commencer à plus frapper au corps quand il avait contre la cage, ne serait-ce que ça aurait rendu le match beaucoup plus intéressant, je pense. Il aurait pu rotanguer Sean O'Malley, hein, parce que c'était comme ça. Mais le truc, c'est que Chris Moutinho, il s'est concentré à mort sur la tête. Et à part les quelques low kicks épisodiques qu'il a mis, qui ont toujours touché, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a raté, il n'y en a pas un seul qui a été checké, il n'a pas eu vraiment de succès. C'est juste, en fait, on est dur parce que c'est une faille qui est extrêmement récurrente dans le jeu de Sean O'Malley, qu'on revoit quasiment à tous les combats maintenant. Et que les attentes sont énormes le concernant, hein, quand même, hein, surtout. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que Sean O'Malley se dit bon, si on fait un low kick, je peux contrer en haut, ce qu'il avait fait contre Thomas Almeida. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas à l'abri de tomber sur des mecs qui sont prêts à faire cet échange-là. Tu vois, Chris Moutinho, c'était ça. Il prenait, c'était même pas 3 coups pour un coup, c'était 7 ou 8 coups pour un coup et il faisait quand même l'échange. Il a eu la chance de tomber contre un adversaire qui n'avait pas une palette de jeu très très développée, mais plus il va monter, plus ça va être compliqué pour lui. On voit des combattants, même je pensais de bons kickers, il y a aussi Rob Font, enfin il y a tous ces mecs-là qui sont, comment il s'appelle, Jimmy Rivera aussi, qui fait énormément de calf kick et tout. Donc ça va être compliqué pour lui de faire sa place dans cette catégorie avec ce défaut-là, en fait. Donc voilà, en tout cas, à suivre pour Sean O'Malley. Il vise en mais tout cas le sommet pour la suite. Voilà, attends. Ouais, juste pour pardon, je suis désolé, je t'ai coupé. On est dur, mais il y a des trucs qu'il fait qui sont très très beaux aussi, Sean O'Malley. C'est juste qu'on répète tout le temps les qualités qu'il a. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un style défensif qui est assez impressionnant, et notamment contre la cage, quand il savait en fait que justement Chris Moutinho, voilà, pardon, cherchait, visait exclusivement la tête. Il y a un moment, je ne sais plus à quel round c'est, où il touche avec le bras arrière. Et comme il touche avec le bras arrière, il est engagé sur son épaule. Et normalement, il devrait revenir pour pouvoir esquiver. Mais en fait, il va rester engagé, je ne sais pas si vous visualisez, et il va faire du shoulder roll, mais de l'autre côté, en fait. Et ça, c'est un truc que tu vois en boxe anglaise, pas tellement en MMA. Enfin, les gens n'ont pas cette sophistication en anglaise et tout. Bon, c'est facile de le faire. Enfin, facile. C'est plus facile de le faire face à Chris Moutinho que de le faire, par exemple, face à Cody Garbrandt, par exemple. mais quand même, je souligne que c'est des techniques qu'on ne voit pas souvent et qu'il a cette richesse-là de jeu. C'est juste qu'il faut absolument qu'il traite ce truc-là parce que cette faille-là, elle est trop évidente. En fait. Elle est trop évidente. Et pour la suite, il a déjà nommé ses futurs adversaires, en tout cas souhaité Cody Garbrandt, Petr Yan, Rob Font et j'en oublie un dernier. Dominique Cruz. Et Dominique Cruz, voilà. Moi, Dominique Cruz, je pense que ce serait un match ce serait intéressant. Rob Font, là, en l'état actuel, j'aurais vraiment peur du coup pour les kicks. Peter Yan, c'est même pas la peine d'y penser. Il n'est pas encore assez haut dans le classement pour pouvoir y accéder. Même Rob Font d'ailleurs, hein, au passage, hein, mais il pourrait juste baser sur son star power décrocher le truc. Et c'était qui le dernier? Et donc Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, pourquoi pas, mais là, gros danger aussi en termes de vitesse parce que je pense qu'il a un petit avantage en explosivité, en vitesse, Garbrandt. Après, ça pourrait être très intéressant comme match parce que Garbrandt n'a pas une très bonne défense. Exactement. Et il sera en déficit d'allonge. Donc, ouais, pourquoi pas. Garbrandt et Dominique Cruz, pour moi, c'est des matchs qui m'intriguent face à Sean O'Malley. De toute façon, il faut qu'il
qu'il Il monte faut et qu'il enchaîne là. Là, faut qu'il enchaîne. qu'il monte en puissance. Ouais. Complètement. Là, il faut vraiment quelqu'un de classé pour lui. Comme ça, on pourra se positionner. L'UFC avait déjà essayé avec Marlon Vera. C'était Mm. raté. Donc là, maintenant, on avance. Il y avait aussi, mon cher Polydomso, le fameux Ryan Hall, défendu par toute la propagande JJB de la planète, qui revenait face à Ilia Topuria, de l'invaincu Ilia Topuria. Depuis, on a quand même appris, enfin, selon Ryan Hall, qui s'était cassé la main sur le premier échange. Donc, c'est pour Mm. ça qu'il a tenté et tenté et tenté et tenté encore et encore ces fameux Imanari. Malheureusement, sans succès. Même pire, c'est à cause de ça qu'il a été mis KO assez violemment, d'ailleurs, à la fin du premier round. Bon, globalement, cette performance, mine de rien, assez décevante de Ryan Hall. Ouais, ouais. Alors, défendu à raison par la propagande du JJB, parce qu'on Complètement. on maintient, hein, c'est quand même un excellent, très très bon grappleur, et ça, on revient pas là-dessus. Pour le coup, c'est juste que là, ça expose un peu les limites de sa stratégie, parce qu'il fait tout le temps la même chose, en fait, Ryan Hall, et on en avait parlé avant dans le live qui précédait Exactement. justement l'événement. Il a plein d'armes qui sont super intéressantes, mais il avait un peu, je trouve, je pense selon lui, dans sa mentalité, trouver la méthode pour installer son grappling, alors que c'est pas un lutteur, et trouver un peu le life hack pour parasiter en fait les séquences debout. Sauf que là, ça n'a pas marché en fait, parce que il est tombé sur. En fait, je pense que sa méthode ne pouvait fonctionner que contre un certain type d'adversaire, et il est tombé sur quelqu'un qui était suffisamment discipliné et confiant, qui n'a pas perdu ses nerfs quand il a commencé à balancer des coups de pied, notamment des coups de pied retournés. Pourtant, il y en a certains qui ont touché, tu vois, mais ça, il est resté méthodique en fait dans son approche Topuria. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, tout le monde sait ce que va faire Ryan Hall. Et tu vois, les entrées en Imanari, mais honnêtement, ça peut plus passer un truc comme ça. Enfin, ça peut marcher si tu le fais une fois de temps en temps dans un combat et que tu sais pas quand est-ce que le truc va tomber. Ça, c'est intéressant, tu vois. Le truc, c'est que là, en plus, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il l'a fait trois fois. À passer deux fois, il faut arrêter, quoi. C'est ça. C'était Miyamoto Musashi, le samouraï, qui disait que si tu fais plus de deux fois une technique dans un duel, en fait, tu apprends la technique à ton adversaire. Donc, à la troisième fois, il te sanctionne, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que dès le premier Imanari Roll, il a créé l'accroche, mais Topuria savait que ça allait arriver, donc il est sorti. Mais il y avait quand même l'accroche, quoi. Il était rentré. Passer le deuxième, ça n'arrivait même plus. C'est-à-dire qu'on se jetait au sol, c'était comique Ah à oui, non, regarder, hein. mais ouais, non, parce qu'il n'y C'était avait aucun vraiment timing en plus. rien, que dalle. Et alors moi, je veux bien qu'ils disent qu'il se soit fracturé la main, c'est possible, hein, je ne remets pas en doute, mais on va pas se mentir, Ryan Hall, ça n'a jamais été ses mains qui lui ont permis de set-up cette technique. En fait, il a toujours utilisé ces techniques de jambes pour en fait frustrer son adversaire et le pousser à commettre une erreur. C'est la première fois qu'il tombe sur un adversaire qui est vraiment discipliné, qui fait attention en fait de ne pas se précipiter tout simplement. Et donc on voit ce que ça a donné. Et aussi, en fait, ça remet en avant ce qu'on avait exposé pendant le live précédent l'event, c'est que ce type de technique, les Imanari Roll, les projections, quand tu te mets en garde, tu sais, quand tu te jettes dans ta garde, ou quand tu vas faire, par exemple, typiquement ce qui s'est produit plus longtemps, un peu après pendant la carte, les guillotines quand tu es dans le clinch, tout ça, ces trucs-là, c'est high risk. Alors, high reward, parce que tu peux peut-être terminer le combat, mais en réalité, passer à un certain niveau, plus personne ne se fait piéger par ces trucs-là, en fait. Enfin, c'est très, très rare. Moi, il faudrait me rappeler la dernière fois qu'un Imanari Roll a battu quelqu'un qui était membre du top 10 récemment. Tu vois, peut-être qu'il y en a, hein, mais franchement, ces trucs-là, c'est tellement. C'est vraiment difficile à placer, et ça doit être un peu un joker, tu vois, un hide Mary move. Tu vois, ça peut pas être un truc que tu balances tout le temps, quoi. Ça, c'est certain. Donc voilà, donc c'est un peu, je trouve, c'est un combat qui a un peu exposé les limites de la stratégie et du style en fait de Ryan Hall. Faut qu'il trouve en fait, pas nécessairement qu'il abandonne ça, hein. C'est toujours bien d'avoir ces entrées là, elles sont assez angoissantes pour l'adversaire, parce que perdre là-dessus, c'est un peu compliqué quand même. Et sa stratégie de kick, il faut qu'il la garde aussi, parce que n'importe quel adversaire qui serait moins discipliné que Topuria pourrait tomber dans ce piège-là. Il faut juste qu'il rajoute certaines armes à son arsenal. En l'état actuel, je trouve que c'est pas suffisant s'il veut en fait taquiner le haut de la catégorie, en fait. Et pour Topuria, bien évidemment, qui reste invaincu en carrière. Certes. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui, là, de construire un petit peu de momentum là-dessus, malgré, mine de rien, il est le premier à afficher une défaite à Ryan Hall à l'UFC, et puis surtout quand même un gros KO.
Ouais, non, c'est clair. Non, mais moi, je vais regarder avec attention les combats qui vont suivre de Topuria. Le problème, c'est que bah, c'est toujours le problème quand tu bats. En fait, c'est une tâche un peu ingrate de battre des mecs comme Ryan Hall parce qu'ils sont dangereux. Tu peux vraiment perdre comme ça. Sauf que pour l'œil non averti, moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont vu ce combat qui vont se dire mais c'est qui ce mec, Ryan Hall, enfin, c'est quoi ce qu'il nous fait et qui savent pas que le mec, en fait, c'est un magicien au sol et que si tu ne prends pas garde, bah, tu vas te faire soumettre et ça va prendre 2 secondes en fait pour que ça t'arrive. Donc ouais, oui, je pense que c'est toujours le truc qui est compliqué, mais bon, il l'a fait avec la manière, donc c'est bien, il peut continuer, quoi, il peut enchaîner. Eh ben, formidable, mon cher Polydomso. On va terminer. Enfin, on va terminer peut-être. Allez, un dernier combat. Un dernier combat à Polydomso de choisir entre Michel Pereira, Nico Price et Tai Tuivasa Grégardi. Euh, on peut faire. Alors le problème, c'est que Michel Pereira, Ou Nico alors ton Price. chouchou Dricus Duplessis contre Trevin Giles. Alors déjà pour la bonne histoire, faut quand même qu'on vous la raconte cette histoire, c'est que pendant tout l'event, j'étais mais à côté de mes pompes, c'en était comique. On regardait les combats avec Et Guillaume et Ben. avec Et Ben. Ben. Et on regardait le combat, on était un peu fatigués parce que voilà, c'était Bah, une soirée 4 heures du sportive, hein. matin. Voilà, c'était ça. Et non, mais même pendant les prélims un peu avant, tu vois. Mais à chaque fois, il se passait pas grand-chose. Et dès que j'ouvrais ma gueule, il se passait l'inverse de ce que je disais. C'est-à-dire, typiquement, Duplessis se retrouve dos à la cage contre son adversaire, j'ai oublié son nom. Trevin Giles. Merde. Trevin Giles. Giles. Et j'ai en train de dire, oh là là, Duplessis, il est en train de prendre cher. Et boum, direct, le chaos, mais vraiment le chaos d'une violence incroyable. Pareil avec Greg Hardy Tai et Tuivasa. Tai Tuivasa. Greg Hardy qui secoue Tuivasa et moi je fais bon bah ça y est c'est terminé. Et la seconde qui suit, au moment où je termine ma phrase, il se fait contrer par Tai Tuivasa. Donc c'était quand même assez ouf et assez drôle. Mais il y en a eu plusieurs comme ça dans la soirée. Alors je sais pas. Ouais, Pereira, c'était chaud pour lui. Je trouve qu'il s'est un peu fatigué sur le troisième round. Bon, il nous a fait du Pereira quand même. Mhm. Au début, il était précautionneux, mais c'est plus fort que lui, quoi. Deuxième round, il nous a fait un salto arrière pour monter sur Nico Price. Et c'est assez incroyable. Donc, il a gagné le combat, mais c'était chaud pour lui sur le troisième round. C'est un peu confus, mes souvenirs sur ce combat, je ne l'ai pas revu depuis. Donc, à la limite, on va plus parler du coup de Tai Tuivasa. Tai Tuivasa Tuivasa, contre ouais. Grégardi, ouais. Ouais, bah écoutez, je me suis trompé dans mon prono. Moi, je pensais que c'était Grégardi qui allait mettre KO Tuivasa sur le premier round, justement parce Il que je me était disais bien si parti, hein, Tuivasa. c'est-à-dire. Il était bien parti. Cela dit, ouais, mais parce qu'en fait, je pense que Tuivasa est un meilleur poids lourd que Mhm. Grégardi, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qu'en termes de match-up, comme c'était à Tuivasa de rentrer et qu'il n'a pas une très très bonne défense, je me suis dit, il va se faire secouer par Hardy et ce sera bon. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, sauf que Greg Hardy s'est précipité. Et ça, c'est Exactement. typique. Ouais. Mais il y en a plein des combats comme ça en poids lourd, en fait. Il y en a plein. Je pense le dernier qui était vraiment comme ça, qui était vraiment marrant à voir, ça remonte à plusieurs années, mais je me souviens qu'il était assez comique ce combat. C'était Todd Duffy contre Frank Mir. Todd Duffy est rentré, il faisait des bâtons. On aurait dit que tu vois qu'il était, tu sais, qu'il avait une barre, tu vois, dans le dos et qu'il faisait des coups comme ça. Et il touche Frank Mir et il continue d'avancer comme ça, crochet, crochet. Et en fait, Frank Mir mais juste un check hook et il face plante Todd Duffy. Et donc là, c'était un peu pareil. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est chauffé, il s'est enflammé et donc il s'est fait contrer. C'est dommage parce que pour une fois Greg Hardy, c'était son moment un peu de gloire pour lui, tu vois, d'essayer de mettre KO un mec comme Tuivasa au premier round. Et puis kudo à Tuivasa qui a gardé ses nerfs et qui, bah, mine de rien, en fait, à ce niveau-là, en poids lourd, un contre bien placé, il n'en faut pas plus, hein. Donc voilà. Donc voilà, à suivre pour les grands Ah gagnants. si, Donc si, un l'UFC mot quand même. 64, vas-y, vas-y, vas-y. Dernier mot qui est assez rapide. J'ai été très agréablement surpris. Je ne l'attendais pas du tout ce combat. Aldana Kunitskaya, mais vraiment Mhm. pas du tout. Oui, c'est vrai. J'avais donné Aldana vainqueur, gagnante, mais un peu comme ça, au pile ou face et tout. Et honnêtement, j'étais très agréablement surpris par Aldana. Très, très agréablement surpris. Je trouve qu'elle avait une boxe anglaise Mhm. vraiment, vraiment crisp, vraiment précise et efficace. Et c'était marrant parce qu'on avait vraiment ce qu'il y a de tu vois, ce qu'il y a de vraiment problématique dans les catégories féminines en la personne de Kunetskaya qui faisait beaucoup de techniques différentes, mais pas très très bien, qui touchait pas, qui connectait pas et qui en faisait des caisses, tu vois, qui faisait des cailles sur chaque coup et tout. Et en fait,
le résultat tangible de ses actions ne marquait pas, alors que Aldana, il lui a fallu juste quelques coups. Elle en a pas fait des caisses, tu vois, mais c'était juste précis, fort, au bon moment, et ça lui a suffi pour gagner. Donc franchement, moi, j'ai bien kiffé. Du coup, comme j'ai bien kiffé, je regarderai maintenant avec attention les prochains combats d'Aldana, parce que c'est rare en MMA féminin. Mhm. Ça arrive, hein, il y a de très bonnes strikeuses, mais d'avoir ce niveau de... Je l'attendais pas, en fait. Tu vois, je ne l'attendais pas à ce moment-là, tu vois, dans la catégorie, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, à suivre. Donc Aldana qui était 4e du classement bantamweight avant ce combat et donc cette victoire, elle avait manqué le poids malheureusement et donc là après ce combat catchweight, peut-être je ne sais pas qu'elle va soit monter dans les classements ou bien rester à cette place de 4e, juste devant elle Aspen Ladd 3e, 2e Holly Holm, l'éternel Holly Holm, première Germaine de Randamie, bien évidemment la championne Amanda Nunes. Mon cher Paulie Domso, c'est terminé pour l'UFC 264. On va pouvoir avancer. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moi en ce moment, alors attendez, parce que là, les offres, c'est complètement la folie. Il y a jusqu'à moins 80% sur tout le site MyProtein et avec le code LASFEUR, on a 15% en plus sur les soldes. Et puis bien évidemment, Venom, sponsor du podcast LASFEUR et sponsor de l'UFC. See you soon, my cher Paulie Domso. Ciao. I'm fucking coming for you!